Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Faire une présentation de Tickerwiz avant de commencer, il faut s'échauffer, avant de parler des choses, des sujets qui nous intéressent tous. Let's go. Ok, allons-y alors, en attendant l'arrivée de Laurent. Ah. Ouais. Ok, donc je partage tout. Alors, donc je te fais une présentation, c'est pas la première fois, mais je pense que tu dois déjà connaître un petit peu Tickerwiz. J'ai ajouté pas mal de choses, ça a très bien évolué durant ces derniers mois. J'ai ajouté pas mal de panneaux pour faire des calculs avec des formules de mathématiques pour le domaine de la finance. Par exemple, Ok. ici, dans le panneau à gauche, là, par rapport à la dernière fois, j'ai ajouté l'analyse quantitative, TCF, les jours de dividendes, c'est 3 panneaux. Bon, on va commencer petit à petit. Ok, donc analyse TCF, c'est pour actualiser les flux de trésorerie d'une entreprise. Par exemple, je prends un n'importe quel ticker. Là, j'ai testé avec AMD. On peut tester avec ce que tu veux, hein, par exemple Texas Instruments ou énergie, enfin dans le secteur d'énergie, peu importe. Ok. Euh, Ok. Par Ok. exemple, là, il va récupérer les bilans des sociétés à travers le data provider qui possède le bilan de toutes les sociétés cotées en bourse de Nasdaq. Par exemple, pour AMD, donc ici, on a un tas de calculs. Bon, si c'est des calculs compliqués, parce que c'est des calculs de comptabilité, on regarde directement les spéculatifs EPS et share price, donc le prix de l'action dans le futur. Donc là, si on a une tendance haussière, on a le prix EPS, c'est le bénéfice net par action qui augmente là, et la tendance du prix de l'action. Ok, donc si on regarde sur Yahoo, on peut regarder le prix de l'AMD actuel et comparer la spéculation. Donc actuellement, il est coté à 213 $, qui est relativement stable depuis 2 mois, quoi, depuis quelques mois. Donc là, ici, on a une évolution positive, tendance haussière, suivant le calcul de TCF. Le TCF, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, ça permet de stabiliser la taux de croissance. Si on a un taux de croissance négatif, donc tendance baissière, ça c'est le prix de l'action dans les années à venir. Ok, D'accord. donc on actualise les flux de cash flow. Et actuellement, on a le CAGR. CAGR, c'est le Compound Annual Growth Rate, la croissance actualisée annuelle, donc moins 2,77%. D'accord. Donc voilà. Là, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement à 20%, donc c'est très bien, hein. C'est très peu endetté. La société AMD est quand même relativement stable, donc on n'attend pas une perte, une chute libre dans les années à venir, quoi. Donc là, ça c'est. Alors, on regarde sur le tableau de TCF, donc on a la capitalisation boursière, la première ligne, le revenu net. Troisième ligne, c'est l'excédent brut avant taxe. Quatrième, c'est le net income. Net income, c'est le bénéfice. Ensuite, ce total stockholders equity, c'est l'actif détenu par les shareholders. Donc, liabilities, ce sont les dettes. Les dettes. Donc, cash flow, c'est le flux trésorerie actualisé, hein, TCF. Discounted, Ok. ça veut dire actualisé. Donc, voilà. Donc, dans ce tableau-là, donc je répète, ici, on a différentes lignes plus importantes du balance sheet. Un balance sheet, ça veut dire enfin, les chiffres de bilan comptable qui sont publiés Ok. sur Nasdaq. Donc, voilà. Donc, si on ajoute le free cash flow, ce trésorerie du cash flow, plus les années discomptées, ça veut dire actualisées, donc 1, 2, 3, 4, 5, les 5 années suivantes. Là, c'est les facteurs, ce qu'on appelle discount factor, le facteur d'actualisation, donc 0,91 pour la première année. Alors, le passé coûte plus cher que le présent.
Ok, je répète, le passé coûte toujours plus cher que le présent. C'est pour ça que le facteur de discount, elle est proche de 1 dans le passé lointain et proche de 0,5 vers, vers le présent. Donc, l'argent qui a coûté, par exemple, 1 milliard qui a 5 ans, il coûterait 2 milliards aujourd'hui, grosso modo, ce que ça veut dire. Donc voilà, donc ça, c'est le flux actualisé de trésorerie. Donc là, j'ai pris comme exemple AMD, AMD qui est une société relativement stable, qui rapporte de l'argent. Sur le calcul des CF, tous ces chiffres-là viennent de Nasdaq via le data provider auquel je me suis abonné. Et donc après, je peux évaluer le EPS et le prix du share dans un futur proche, quoi, enfin, dans les 5 prochaines années, à partir des chiffres datant d'il y a 5 ans. Okay, donc, par exemple, là, pour AMD, on a un prix du share entre 224 et 202 dollars pour l'année prochaine. Voilà, ça tourne autour de ce qu'on appelle le canal de l'oscillation. Okay. Et plus ça va loin dans le futur, plus il y a l'incertitude. Donc, plus le canal sera grand. Parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Enfin, plus le range est large, plus il y a l'incertitude. Donc en 2030, on ne sait pas trop comment l'AMD va être coté en bourse. On ne sait pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, en 2026, on sait que AMD sera coté entre 224 et 202 dollars. Donc voilà, un tas de chiffres derrière qui sont expliqués dans une épisode précédent de TicketWiz, où j'ai expliqué par exemple ce que c'est la valeur terminale, qui est un facteur multiplicatif de l'enterprise value par rapport à l'EBITDA. Alors, enterprise value, ça veut dire que on a la dette qui est rendue positive. On fait la somme de l'actif et des passifs pour donner la valeur de l'entreprise. Donc, voilà. Par exemple, on peut prendre une autre société. On peut prendre rapidement, par exemple, Intel qui va moins bien actuellement. Et donc, on fait load financial. Donc, ça va charger les data sur Nasdaq. Donc là, ce sont les valeurs actualisées pour Intel, la société Intel. Donc Intel, pour l'année prochaine, ça va être relativement stable. Ça va évoluer entre 34 dollars et 38 dollars. Alors Intel, actuellement, il est à, si je me souviens, il est à 36,82. Donc le calcul est exact, donc, puisque c'est entre 34 et 38. Ok, et dans un futur lointain, vers 2030, donc le canal est beaucoup plus grand, donc entre 28 et 46, parce que plus c'est loin, plus il y a l'incertitude. Donc moins on est précis, on ne sait pas exactement où se situera le stock share de Intel. Ah, par exemple, alors ça c'est la nouveau feature sur le calcul de TCF. TCF c'est très, très puissant, hein. C'est un outil qui est utilisé par beaucoup de gens. Ensuite, jour de dividende. Alors, jour de dividende, c'est un nouveau panneau que j'ai ajouté Alors, juste récemment. toute petite question. Ouais. Toute petite question sur le TCF pour comprendre un peu ce qui est derrière. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as le TCF, tu vas te faire une prédiction par régression, j'imagine, basée sur les dernières données que tu as, avec une Exactement. marge d'erreur. Exactement. Mais derrière le TCF, c'est quoi? C'est un calcul de variance que tu vas faire pour Alors, voir la tendance globale ou il y a... le TCF utilise tous les chiffres du bilan comptable d'une entreprise Ok, pour calculer le cash flow, donc le trésorerie, l'argent qu'ils reçoivent en fait, et aussi ok, l'argent qu'on dépense pour maintenir l'entreprise euh, dans un état bénéficiaire, on va dire. Et cette détermination basée sur l'approximation, en fait c'est une approximation, elle est ok, estimée suivant le cash flow, suivant l'argent qui entre, en fait, sur les dividendes, enfin ensuite sur la distribution de dividendes par rapport au ok. cash flow. Une entreprise qui est déficitaire, qui ne dégage pas de bénéfices nets, comme Intel actuellement, elle ne peut pas distribuer de dividendes. Alors, pour ça, je vais justement montrer le panneau suivant, le jour de dividendes, Ok. pour te montrer ce que c'est une entreprise qui est en train de couler. Alors Intel, par exemple, Intel, on peut comparer Intel à Apple, MSFT, Microsoft, et un secteur bancaire, par exemple Bank of America, peu importe. Alors, il a chargé des données de dividendes. Alors le jour de dividendes s'appelle XT en anglais, XT. Donc là, c'est des XT. Donc ici, par exemple, Intel, ce qu'on voit, c'est que à partir de 2024, il y a une cessation de paiement de dividendes.
Ah, là, je vais réduire la fenêtre. Hop. Ici, Intel, INTC. Donc en 2022, on était à 36 centimes par share pour le dividende. En 2023, un an après, on est descendu à 0,125, donc 12 centimes, donc divisé par 3, parce que les bénéfices ont chuté de beaucoup en fait. Du coup, ça reflète sur les dividendes divisés par 3. Et à partir de fin 2024, cessation de paiement de dividendes, il n'y a plus de dividendes parce que l'entreprise n'a plus dégagé de bénéfices nets suffisantes pour distribuer aux shareholders. Donc les shareholders, ils n'ont plus la possibilité de toucher l'argent, donc il n'y a plus de dividendes. Donc Intel dit que ça va s'empirer. Donc en 2025, pas de dividende, 2026, pas de dividende. Parce que l'entreprise n'a pas de bénéfices nets positifs. Donc, il n'y a que de perdre l'argent. Contrairement à Ok. Intel, on a Apple. Apple, c'est l'inverse. Apple, tu vois que, bon, on est passé de 0,24, donc 24 centimes de dividende à 0,26 centimes, donc à plus 10% sur Apple. Donc Apple, les gens qui ont acheté Apple, ils touchent dividende. Et pareil pour Microsoft. Microsoft, c'est encore plus spectaculaire. Donc on est passé de 0,75 centimes par share de dividende. On est à 91 centimes, donc plus 20% sur Microsoft. Okay. Et pareil pour Bank of America. Bank of America, on est passé de 0,24 centimes à 0,28 centimes. Donc, tous les paiements sont effectués parce que les entreprises sont bénéficiaires. Lorsqu'une entreprise n'est plus bénéficiaire, lorsqu'elle perd l'argent, elle stoppe la distribution des dividendes. Enfin, dans le cas de Intel, pardon. Okay. Donc là, si tu veux, sur les 4 entreprises qu'on compare, les 3 sont croissantes. Les 3 entreprises ont pu distribuer des dividendes et leurs dividendes ont cru durant les 2 dernières années. Sauf Intel. Intel, c'est l'inverse. Donc, Intel, ça va pas très bien. Donc, c'est en chute libre. Donc, du coup, leurs dividendes ont diminué. Et en plus, cessation de paiement de dividendes à partir de 2025. Voilà, ça, c'est un nouveau feature développé par TickerWiz. Ok, on peut mettre ce qu'on veut, hein. On peut mettre un ensemble de tickers. Alors, j'ai pris comme exemple, par exemple, les top 20 de Nasdaq, qui sont Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, c'est Google. Meta, c'est Facebook. Broadcom, Tesla, Palantir, c'est une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle. ASML pour la photolithographie dans semi-conducteur. Netflix, Costco, c'est transport maritime. AMD, Cisco, c'est pour la vidéosurveillance. Micron, les puces électroniques. AstraZeneca, Biopharma. Applovin, Shopify et T-Mobile. Donc ça, c'est des entreprises qui sont le top 20 actuel en 2025. Par exemple, je peux prendre ces 20 entreprises, on peut comparer leurs dividendes. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc les 20 entreprises, les 20 premières entreprises de Nasdaq. Nvidia, Google et Amazon m'intéressent pas mal, effectivement, Ouais. puisqu'on parle beaucoup d'eux actuellement. Alors, Ah ouais, ok. tu vois que la plupart des entreprises continuent à distribuer des dividendes parce qu'ils sont bénéficiaires. Okay. Lorsqu'une entreprise n'est plus bénéficiaire, lorsqu'elle perd l'argent, elle ne distribue plus les dividendes. Et là, ce n'est pas le cas. Là, sur les 20 premières entreprises de Nasdaq, ils gagnent l'argent. Comme ils gagnent l'argent, ils distribuent les dividendes. Donc, on voit que les distributions sont périodiques et il n'y a pas de cessation de paiement. Alors, par contre, pour Nvidia, c'est un peu surprenant parce que leurs dividendes ont diminué. Donc, et alors que leurs bénéfices ont augmenté. Donc là, tu vois que leurs dividendes ont chuté. Alors, peut-être c'est à cause de l'effet de dilution. Hein. Dilution, lorsque une action est diluée, les dividendes sont dilués. Ensuite, Est-ce Apple, que c'est pas lié à l'acquisition des processeurs Google fait par Nvidia? Je sais qu'il y avait un article qui était passé là-dessus, sur les fameux TPU ou un truc comme ça. Donc, je crois que tu avais Nvidia qui achetait une partie de tes processeurs ah, c'est possible. auprès de Google. Donc, je sais pas. On est sur quelle période, là? La fin de dividende serait quoi cette année? Ouais, c'est 4 fois par an. C'est trimestriel pour les grandes entreprises américaines. Parfois, c'est annuel. Ça dépend des entreprises. Ah, Mais généralement, c'est ok. trimestriel. Ouais. Donc, par D'accord. exemple, là ça, les chiffres qui m'ont redonné, c'était peut-être de 2024. Donc, 2023-2024. Ah, bah non. Ok. Ok, ok. Donc, tu vois, donc après, il y a Broadcom, AFCO, Facebook. Facebook, ça aussi fait une dilution. Tu vois, là, on est passé de 5. Non, ça, c'est Broadcom. Broadcom, il a fait une dilution. On est passé de 5,25 à 50 centimes. Donc, faire une dilution, divisé par 10. Donc, nombre de shares fois 10, pardon.
Ça peut expliquer. Donc après, ça montre que les entreprises, la plupart des entreprises de Nasdaq sont en croissance actuellement. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, comment dire, il y a pas d'entreprise, il n'y a pas trop de danger pour ces entreprises-là, quoi. En tout cas pour les Ok. 20, les top 20, les top 20 des Nasdaq. Ok. Ça c'est deux nouveaux trucs qu'ajouter dans l'information de marché. Alors juste faire un petit tour d'horizon. Alors, pour chercher une entreprise dans Nasdaq, on peut taper soit par le ticker, nom d'entreprise, ou par description. Par exemple, ici, je fais une batterie, une entreprise qui vend des batteries. Ok, donc là, par exemple, là, on a un ensemble de listes actifs des entreprises qui vendent des batteries sur Nasdaq. Airplane, donc avion. Chercher une entreprise d'avion, donc Boeing. Par exemple, Boeing, quand on clique dessus, on a le cours de Boeing. Sinon, on peut chercher aussi semi-conducteurs. Semi-conducteurs, voilà. Semi-conducteurs. Voilà, on peut chercher des entreprises comme ça, etc. Voilà, donc on va faire le tour rapidement de ces entreprises. Ouais, on a 152, donc c'est quand même pas mal. Alors ensuite, les grandes tendances, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des choses pour compléter Ticker Hein. Il y a un truc qu'on m'a demandé souvent, c'est la notification. Voilà, j'ai ajouté ça, un panneau de notification. Ça permet de recevoir une alerte par email lorsque les robots trading de TickerWiz trouvent un momentum sur une entreprise qui nous intéresse. Ça peut être intéressant. Par exemple, je sais pas moi, y a une entreprise qui m'intéresse, par exemple Boeing, hein, on a parlé de Boeing, et EADSY. Donc là, je fais configurer la liste des notifications. Donc là, il va ajouter dans mon profil utilisateur. Donc la première fois que je reviens, par exemple, je reviens sur notification, il me rappellera que j'ai deux tickers qui se trouvent dans ma liste de notifications qui est associée à mon profil utilisateur, donc qui est enregistré dans la base de données. Donc lorsqu'il y a une alerte envoyée par les robots trading de TickerWiz, je recevrai un mail automatiquement sur mon mail enregistré dans la base de données d'utilisateur. Okay, donc voilà. Par exemple, si on peut mettre autant qu'on veut, hein, c'est une liste infinie de tickers. Hein. Par exemple, là, je vais prendre les top 20 énergie. Exxon, Chevron, Shell, Total Energy, Coconut, Phillips, etc. Donc là, je prends les 20 premiers entreprises qui sont dans le secteur de l'énergie. Je colle ici. Okay, je configure la liste de notifications. Et comme ça, la première fois qu'il y a un momentum détecté sur une de ces entreprises, je recevrai un mail également. Voilà. Alors évidemment, on peut ajouter, hein, on peut aussi ajouter, donc, par exemple là je ajoute les 20 top 20 Nasdaq en plus. Donc, voilà, top 20 Nasdaq plus top 20 énergie. Ça me fait 40 tickers dans cette liste. Okay, et j'attends. Voilà, j'attends, je recevrai un mail. Et s'il y a un momentum qui arrive, je vais faire un achat, par exemple, pour ouvrir une position. Alors ensuite, troisième feature, c'est ChatGPT. J'ai pris un abonnement, enfin. Parce que ChatGPT est sorti ChatGPT 5.1 et bientôt 5.2. Et à partir de ChatGPT version 5, 5.1, on reprend le concept de perplexity, c'est-à-dire qu'on a un réseau de neurones dynamique avec des entraînements dynamiques, à savoir qu'on a derrière branché le moteur de recherche Google par derrière. Et en fait, au lieu de faire un apprentissage sur les données figées avant 2022, en fait, ici, les données sont dynamiques. Donc l'apprentissage se fait tous les jours, chaque seconde. Et c'est très puissant parce que derrière, les informations sont actualisées, mises à jour chaque seconde. Donc voilà, donc c'est très, très actualisé. Donc il n'y a plus de décalage. Donc, par exemple, là, je cherche une entreprise. Par exemple, je donne un exemple concret. Ici, il y a une entreprise que je ne connais pas, par exemple Enbridge ou Coconut Phillips. Enbridge, par exemple, je ne connais pas cette entreprise Enbridge. Donc je tape nom d'entreprise Enbridge. Et je pose une question. Alors, c'est une question en anglais parce que c'est ChatGPT version anglaise que j'ai. Donc, par exemple, what is company Enbridge, par exemple, tu vois. Et ensuite, il va chercher ChatGPT is looking for. Voilà. Il va t'expliquer ce que c'est Enbridge. Ok, donc il dit que Enbridge, ça se trouve à Alberta, au Canada.
Ok. Et le core business de Enbridge, c'est Oil and Gas, Natural Gas Pipeline, across Canada and US. D'accord, donc c'est canadien et américain. Voilà, donc là, il te dit différentes informations, pipeline, machin. Alors maintenant, on peut aussi utiliser différentes questions qui est pré-enregistrées dans la base de données, par exemple weakness. Ok. What are the weakness of the company Enbridge? Alors, là, je pose la question weakness sur le moteur de recherche ChatGPT. Donc GPT, il va chercher dans le moteur de recherche qui est relié à ChatGPT. Et donc, alors c'est un peu lent, ça nécessite entre 10 et 15 secondes pour avoir une réponse, mais la réponse elle est exacte, elle est précise. Ok, là par exemple, là sur les weakness, la faiblesse d'Enbridge, il a expliqué que il y a une régulation, voilà, régulation, il y a un problème environnemental, ok, donc il y a des gens qui ont manifesté ça, dépendance sur les énergies fossiles, ok, donc il y a voilà, des problèmes de pollution, effectivement, etc. Donc, toutes les différentes faiblesses de l'entreprise. Par exemple, à sa concurrence, à sa perception et la licence sociale. Okay. Alors, évidemment, tu peux aussi changer la phrase par toi-même si tu penses que les questions préenregistrées ne suffisent pas et que tu es insatisfait de ces questions. Tu peux ajouter ta propre question, par exemple, what are on va dire, liabilities, voilà. Bon, liabilities of companies, machin. Ok, là tu cliques sur l'icône vert. Quelles sont les dettes de l'entreprise Enbridge? Pardon. Ce qui Et sera bon, très pratique, c'est que tu pourras transférer ces données, la réponse qu'il y a, sous forme, si tu veux, d'indicateurs de signaux dans un exactement, tableau. Par exemple, des degrés de confiance, faiblesse, news et les impacts. Et carrément générer un petit tableau, c'est-à-dire en gros la recherche GPT venir alimenter ton tableau que tu pourras exploiter plus tard. Demain, tu trouves une entreprise que tu n'as pas en base, tu poses la question, elle récupère les informations, tu le mets dans le tableau et tu peux plus tard le comparer avec les autres entreprises que tu possèdes. Ça exactement, remplacerait ton fichier texte que tu as et ça, c'est énorme. exactement. Ouais. Tu peux créer toi-même un tableau Excel pour comparer différentes entreprises et voir quelles sont leurs différences et leurs faiblesses et leurs points faibles. Et puis, essayer de comparer leur évolution du marché, savoir s'ils évoluent dans le sens voilà, des informations reçues, quoi. Alors, pour aller plus vite, on peut aussi utiliser la version 3.5 de ChatGPT, la version Legacy, version avec des données qui ne sont pas forcément actualisées chaque seconde, comme ChatGPT 5.1. Voilà, ChatGPT 3.5 est plus rapide par rapport à 5.1. Par exemple, là, je choisis une question aléatoire, pardon, targets. Quels sont les targets de l'entreprise Enbridge? Normalement, c'est voilà, tu vois, c'est 3-4 secondes au lieu de 10 secondes pour obtenir une réponse. Donc voilà, les targets de compagnie Enbridge, par exemple, il te dit augmenter le pipeline network, le réseau de distribution, diversifier les sources d'énergie, promouvoir les normes environnementaux, etc. Okay, donc le bien-être des employés, pardon. Alors ça, c'est le target de la société Enbridge, par exemple. Là, on peut choisir ce qu'on veut. Alors, on peut mettre une autre entreprise comme Airbus. Tout à l'heure, Laurent a parlé de Airbus. Bon, on va faire Airbus. Alors, clique une question aléatoire. Est-ce que la compagnie Airbus a une réputation assez forte? Yes, oui, Airbus a une strong reputation, machin, machin. Ah non, la règle aussi, etc. Ok, alors on peut changer de question. Hein. Si c'est une question que ça ne nous convient pas, par exemple, if est-ce qu'elle a une réputation forte if a crash of airplane happened like Rio 447 Paris Brésil Sao Paulo, c'est ça Sao Paulo 447, je crois que c'est le vol flight 447, voilà. Donc là on pose une question un peu bizarre. On va voir si ChatGPT arrive à répondre. Il a dit réputation d'Airbus influencée par plusieurs facteurs.
such as, voilà, le crash d'avion Rio-Paris-Sao Paulo, Flight 447, etc. Tragic event, it was due to a combination of factors that are not directly related to the design of manufactured aircraft. Investigation revealed that the combination of human error and technical malfunction were to blame for the crash. As a result, made zero improvement to their aircraft safety procedure in response to the incident. Overall, while any incident involving an aircraft can be damaging a company reputation, our overall safety record and success of Airbus suggest that they have a strong reputation in the industry. Grosso modo, ça veut dire que malgré les accidents d'avion, malgré les crashs, Airbus a toujours une très bonne réputation dans l'industrie de l'aéronautique. Voilà, grosso modo, ce que ça dit. Bon, voilà, ça c'est une question pour ChatGPT. Alors ensuite, je vais passer sur d'autres features. Donc, il y a une nouvelle feature, ça s'appelle Robot Trading. Alors là, c'est vraiment faire du stock picking. Le stock picking journalier, c'est-à-dire que là, on s'associe à un des 3 tripods de TickerWiz. On a 3. Alors la première, ça mesure la volatilité, volatr. La deuxième, ça mesure l'écart avec la moyenne mobile, MR, donc Mean Relation. Et le troisième, c'est pour mesurer les extrêmes. Enfin, c'est la combinaison de volatilité et moyenne mobile, en fait. Et en fait, il va mesurer les extrêmes. Et si on atteint un certain extrême, ça peut revenir en arrière. Donc, ça peut revenir sur la moyenne mobile long terme. Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Et bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Ces algorithmes ont été implémentés via des algorithmes connus. J'ai étudié dans mon école de commerce spécialité trading. On a validé ces concepts. Ces concepts sont très largement exploités par beaucoup de gens. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres concepts. Hein. Il y a d'autres algorithmes, peut-être plus ou moins puissants. Mais ces 3-là sont relativement puissants. Le plus puissant des 3, c'est Wave T2. C'est celui-là. Et dedans, on fait pas mal de produits scalaires pour détecter la direction de variation au cours d'une action. Alors, sur ce panneau Robot Trading, donc, le but, c'est de faire du stock picking automatique avec l'aide des robots de trading de TickerWiz qui nous fournit des ordres d'achat ou de vente suivant les momentum. Alors là, on peut choisir les jours de la semaine pour l'activer, ce qu'on appelle le copy trading. On va copier les transactions des robots. Okay, donc on ouvre une position. Si la position n'est pas ouverte, parce qu'on ne peut pas doubler de position, ça s'appelle la règle de diversification. Donc on ne va pas doubler plusieurs fois la même position. Hein. Donc on va vérifier que la position n'existe pas dans le portefeuille. Ensuite on short ou en long. Okay. Voilà, là, sur la configuration que j'ai, j'active tous les jours, du lundi au vendredi. Donc les 5 jours ouverts de marché Nasdaq. Bon, on peut aussi désactiver. Hein. Si pardon, lundi, on se dit que lundi, c'est du n'importe quoi. Donc on désactive lundi. Voilà, pardon, on garde les 4 jours. Les 4 jours suivants. Par exemple, là, on se dit, on n'a pas beaucoup d'argent. On a par exemple 7 000 euros, 8 000 euros. Donc le nombre maximum transactions par jour, là, on peut définir par exemple 10 transactions par jour. Sachant qu'un taux de réussite est de 70%. Donc ça veut dire que grosso modo, j'ai entre 6 et 7 transactions qui passent chaque jour. Et pour chaque montant, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que 7 000 euros par exemple, je peux fixer 150 euros au dollar, 150 $ par transaction. Donc si on a 7 transactions par jour, ça nous fait 150 fois 7, à peu près 1 000 $. Voilà, il faut compter un cash flow de 1 000 $ par jour. Ok, si on active le robot trading, enfin du copy trading. Donc, si on a 7 000 $ qui est dérisoire en fait. Donc chaque jour, si on dépense 1 000 $, donc ça fait 7 jours. Donc il faut penser à désactiver lorsque on n'a plus d'argent sur le compte en banque, qu'on n'arrive plus à acheter. Alors là, je fais des tests avec mon compte Alpaca, donc ça marche que sur Alpaca en ce moment. Ici, j'ai configuré le robot trading, faire du copy trading sur mon compte Alpaca, je vais le montrer tout de suite. Je détiens 55 positions ouvertes. Okay, il y a des longs, il y a des shorts. Donc, alors long, ça veut dire on achète et on revend plus tard. Donc on parie sur la hausse. Et short, c'est l'inverse. Short, ça veut dire on vend quelque chose qu'on n'a pas et on rachète dans le futur. Donc on parie sur la baisse.
Bon, là, on a quelques positions short et on a quelques positions longues. Voilà, c'est 50-50. Hein. Donc, 20 positions longues et 20 positions short. Donc, voilà, ça, c'est les assets, les actifs que j'ai. Les sous-jacents sont triés aléatoirement, envoyés par les robots de trading lorsqu'il y a un momentum détecté. Si on regarde la performance, donc on regarde d'abord les moins performants, les sous-performés, on a quelques titres qui sont sous-performés. Donc, c'est pas parfait, hein. Donc, il y a des erreurs de calcul aussi, des fois. C'est inévitable. Et aussi, on a quand même pas mal de bonnes performances envoyées par le TradeBot. Donc, là, plus 24%, plus 1%, plus 15%, plus 14%. Et ça, c'est en fonction de le point d'entrée. Donc, je suis entré dans ces sous-jacents il y a à peu près 10 jours. Voilà, une semaine, 10 jours. Donc, en 10 jours, ça fait déjà plus 24%. Donc, c'est pas trop mal. Alors, ce robot-là permet de faire du stop picking, mais il ne vendra pas les positions. C'est à toi-même de vendre les positions. C'est-à-dire qu'ils achètent pour toi, ils ouvrent une position pour toi, mais c'est à toi de les fermer. C'est à toi de liquider toi-même s'il y a besoin de liquider. Donc voilà, donc c'est une aide, c'est une assistance, comme l'assistance à la conduite. Là, c'est une assistance au trading. On va t'assister à acheter et constituer ton portefeuille. Et la décision, c'est à toi-même de le prendre par la suite si tu veux liquider les positions. Alors ça, c'est le principe du robot trading dans le nouveau feature, parmi les nouvelles features de TickerWiz. Il y a un truc que j'ai amélioré, c'est la liste de suivi. J'ai présenté à Laurent il y a un mois à peu près. Ça, c'est pour garder un œil sur les titres qui nous intéressent. Donc, voilà, j'ai corrigé quelques bugs. Là, normalement, on peut calculer le temps argent. Parce que la dernière fois, il y avait un petit bug. Le temps argent, c'est le temps converti à l'argent. Donc, parfois, on a très peu de gains sur l'argent, sur la somme. Mais par contre, on a gagné beaucoup de temps argent. Le temps argent est positif si le gain est positif. On prend toujours le même signe mathématique que le gain. En fait, si tu as perdu de l'argent, en fait, ton temps argent est négatif. Voilà. Parce que si tu avais investi ailleurs, tu aurais peut-être pu gagner un peu plus d'argent. Donc là, à partir de ce moment-là, on a par exemple une liste qu'on peut mettre à jour depuis le portefeuille de Alpaca. Ou bien, en fait, on télécharge la liste d'Alpaca. Ou bien, on peut aussi télécharger une liste qu'on a sur Excel, qu'on a enregistré quelque part. Ici, sur la liste de watchlist que j'ai ici, je peux visualiser graphiquement. Donc, on clique sur le bouton bleu, Alpaca, graphique de la liste. Donc là, on peut visualiser graphiquement ce qu'on a comme portefeuille. Là, c'est un portefeuille qui est plutôt bien. Donc, on a deux parties. Une partie à 14%, okay, équipe pondérée, et une deuxième partie entre 5 et 6%. Donc voilà. Équipe pondérée aussi. Donc on a deux parties équipe pondérée. Okay, une partie où on a du 14% et l'autre partie 6%. Donc voilà, par exemple là, ce sont des sous-jacents qui se trouvent dans mon portefeuille. Bon voilà, c'est un peu aléatoire. Hein. Je n'ai pas énormément choisi en fonction de quoi que ce soit. Il n'y a pas de critères. Là, je peux enregistrer cette liste pour l'analyse future. Par exemple, ici, je peux ouvrir le fichier CSV Excel. Donc voilà. Donc ici, on a l'ensemble des données pour séparer en colonnes. Là, on fait données, c'est convertir. Exact. Tu appuies dessus, ils vont te demander de choisir, tu prends la virgule, je crois. Je vois une virgule, donc tu mets une virgule comme séparateur. Exact. Nice. Donc là, tu as différents sous-jacents. Alors, en français, c'est virgule hein, à la place de point. Donc, il faut choisir virgule. Voilà, comme ça nous donne un nombre. Donc là, il a reconnu les nombres. Yes. Donc ici, on a donc voilà, la même chose qu'on voit ici exporté en Excel. Ok, Le la même tableau. répartition. Ok. La répartition, ouais. Ouais. Donc là, on a par exemple le PNL. Le PNL Profit Loss. Okay. PNL, c'est quoi? PNL, ça veut dire Profit and Loss. C'est un facteur Ah, pour ok. le gain ou perte de ton investissement. Par exemple, là, j'ai perdu Ok. 31 dollars sur l'argent que j'ai investi sur le cost basis. J'ai investi 215 dollars sur cette action à mode et j'ai perdu 31 dollars.
Et si tu fais la somme, Ok. ouais, si je fais la somme, ça, Pour ça une fait, moyenne globale. voilà, c'est ça, la moyenne globale de tout ça, quoi. Par exemple, là, en moyenne globale, j'ai gagné 18 $ sur ce portefeuille. Ok. Ok. Ouais. Parce que j'en ai perdu C'est pas mal. positif. Mais ça reste positif parce que j'ai un 95, là, j'ai un GNK qui m'a apporté beaucoup d'argent. Et Ok. Donc là, on est sur des positions qui ont quel âge à peu près? alors, 11 novembre, 8 novembre, ça fait un mois et 2 semaines. Et Oh, normalement, ça va. ouais, normalement, on doit garder un sous-jacent pendant 4 mois, entre 4 et 6 mois max. Euh, Parce que après, c'est de l'argent bloqué, hein. On va pas bloquer trop souvent, trop longtemps, quoi. Et Ok. un bon gérant de portefeuille te dira entre 3 et 4 mois. Ça s'appelle le keep time. Le keep time, c'est le temps de garde sur une action d'un sous-jacent. Alors après, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui ont des stratégies long terme. Ils peuvent garder pendant un an, voire plus. Et donc voilà, ça dépend ta stratégie, comment tu veux gérer ton argent. Alors, le premier truc qu'on apprend dans une école de commerce, c'est liquider les positions qui font perdre l'argent, qui sont au début de la chute. Par exemple, ces titres-là, moins 39, moins 15, tout ça, on les jette. Ces 4 titres-là, on les jette parce que on pense que c'est le début d'une tendance baissière sur long terme, sur un an, 2 ans, voire 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours jeter tout ce qui est négatif. Euh, Au-delà de 7%, 8%, c'est notre le stop loss. Ce stop loss, Ah, c'est mon ta seul, tolérance au risque, c'est ça? c'est ça, c'est une tolérance au risque de perte. Et c'est mon seuil Ok. psychologique. Mon seuil psychologique, par exemple, c'est moins 10%. Et donc, dès qu'il y a moins 10%, là, on le jette, quoi. Et ça, c'est le premier truc qu'on apprend en trading. Alors, par exemple, là, tu fais moins 39 divisé par l'investissement. Tu vois, là, tu es à moins 16%. Tu vois, par exemple. Et ça, Ok. c'est important à savoir parce que les gens qui perdent beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de stop limit, ils n'ont pas de stop loss. Ils ne savent pas que c'est dangereux, en fait. C'est au bout d'un moment que tu trouves que c'est dangereux. En fait, il faut le voir dès le début. Il ne faut pas trop attendre le rebond technique. Par exemple, là, ces deux titres qui sont à moins 14% et moins 16%, bah, il faut les jeter rapidement, quoi. Alors ça, c'est la première règle de vente. Il y a une autre règle de vente, c'est le take profit. Le take profit, c'est l'inverse. Je prends l'exemple de mon portefeuille sur Alpaca. Le take profit, c'est l'inverse de stop loss. Stop loss, on dit que le seuil psychologique, c'est moins 10%. Si ça descend, si ça continue à descendre, tu perds 15% ou 20%, c'est trop tard en fait. C'est trop tard. En fait, il faut toujours vendre avant 15%, avant 20%. En fait, à moins 10%, tu vends. Et à contrario, pour le take profit, là, ici, c'est à peu près pareil. Lorsqu'on atteint le seuil psychologique, par exemple, plus 24%, plus 20%, on liquide la position parce qu'on est satisfait. Voilà, on est satisfait du gain espéré. On va dire entre 15 et 30%, par exemple. Si ça atteint 30%, tant mieux. Tant mieux, tu vois. Mais si il faut attendre plus longtemps que ça pour dépasser 30%, généralement, on n'attend pas. Généralement, on liquide avant pour prendre l'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut réinvestir ce trade profit, ce gain, dans un autre sous-jacent qui pourrait peut-être nous rapporter aussi euh, en long terme de l'argent. Voilà. Ça, c'est une technique de gestion de portefeuille. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule. En fait, il y a plusieurs techniques. D'autres techniques, les plus courantes, c'est au lieu de compter l'argent, on compte le temps argent, c'est-à-dire le temps qui a été utilisé pour bloquer ton argent. Alors, je te donne un exemple concret. Je reviens sur Excel. Ce qu'on voit, c'est que le seuil psychologique, généralement, c'est l'argent. L'argent qu'on perd, par exemple, moins 16% et moins 14%, mais aussi le temps qu'on perd. Combien de temps on perd sur un sous-jacent. Alors là, ici, on voit que le watch date, donc le point d'entrée est de, par exemple, le 11, donc c'est novembre pour ces titres-là. Ok. Et les autres, c'est décembre. C'est-à-dire que ces titres-là, ils ont un temps de blocage qui est plus long qu'actuellement. Alors là, current date, alors il faut actualiser current date. Aujourd'hui, on est le 20. Ok. Donc là, le nombre de jours bloqués, c'est aujourd'hui moins le watch day, 42 jours. Ok. Ça, c'est important à savoir parce que le temps, peut-être, est plus important à considérer que l'argent.
parce que l'argent, évidemment, c'est important, mais le temps aussi, c'est très important. Ici, ce que tu vois, c'est que ces titres-là a bloqué notre argent pendant 13 jours. Ok, ces titres-là. Alors que ces titres-là a bloqué notre argent pendant 42 jours. Donc ton temps argent est plus élevé que les titres qui ont été rachetés plus tard, un mois plus tard. Et donc du coup, le fait de perdre de l'argent sur ces 42 jours, en fait, non seulement tu perds l'argent et tu perds aussi le temps. C'est deux choses en même temps, en fait. Okay, donc, En fait, tu fais une mesure de pente finalement. C'est la pente que tu estimes. c'est ça, c'est La la vitesse de pente. perte. Exactement, c'est Ok. la pente que tu estimes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un bon gérant de sous-jacent, de portefeuille de marché, il regarde d'abord le temps argent en fait, qui était dépensé sur un sous-jacent. Okay, avant de parler de gain de l'argent. Okay, pardon, ici, sur les titres qui ont été bloqués pendant 42 jours, ce qu'on voit, c'est que là, on a perdu beaucoup, c'est ce titre-là, VBTX. Là, non seulement on a un PNL négatif, mais aussi on a un temps argent négatif. Le temps argent négatif qui est en fonction du signe mathématique du PNL. Et GNK, c'est pas. GNK, c'est l'inverse. Donc, on a gagné de l'argent dessus, mais aussi on a gagné du temps argent dessus. On a gagné les deux choses sur GNK et sur VBDX, on a perdu deux choses. On a perdu le temps, on a perdu l'argent. Donc, en fait, ces deux titres-là, il faut les liquider. Alors, liquider parce que GNK, on a atteint un bon take profit. On a un ratio RR élevé. Ok, RR, ça veut dire le taux de retour relativement élevé. Et à contrario, VBDX, c'est l'inverse. Là, on a un sous-performé, on a beaucoup sous-performé, on a perdu du temps et de l'argent. Donc, c'est pour ça que il faut liquider les extrémités. Okay, on peut garder encore un petit peu parce que 42 jours finalement c'est pas grand chose sur un temps de keep time de 6 mois par exemple. Si on veut garder un sous-jacent pendant 6 mois, en fait ça dépend de la stratégie. S'il y a des gens qui ont besoin d'argent immédiatement, ils vont dire que c'est voilà, moi je peux garder ce sous-jacent dans mon portefeuille que pendant 2 mois ou 3 mois. Donc voilà, donc c'est urgent de les liquider. Il faut toujours liquider les extrémités. Les extrêmes sont importants à repérer. Hein. Alors là, ici, un take profit possible. Ici, un stop loss repéré par rapport à l'ensemble du portefeuille. Voilà. Je reviens sur mon portefeuille actuellement. Ici, alors, comment je gère un portefeuille? En fait, c'est extrêmement simple. Il faut toujours regarder les extrémités. Donc, je clique sur Total PNL. Là, je vois RR plutôt bien. RR plus 24% et RR plus 20%. Ensuite, je clique sur PNL. On va chercher négatif. On va chercher les deux extrémités. Mon seuil psychologique, c'est 7% de stop loss. Donc, je me suis dit, ici, on est au début de la chute. Voilà. Voire au milieu de la chute. Je liquide les extrémités. Je liquide les sous-jacents qui sont proches de 7%. D'accord? Quoi qu'il arrive. Donc, ok. Donc, là, c'est take profit. Mon take profit, ma target, c'est 20%. Donc, je liquide ces deux positions. Et ensuite, je liquide les positions les plus faibles qui me fait perdre de l'argent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je me dis que là, c'est le début de la chute. Je ne veux pas attendre plus. Peut-être que ça va chuter encore plus. Je clique sur Liquidate. Je liquide les 8 positions, donc les 2 gagnants et les 6 perdants. Je clique confirme. Voilà. Ensuite, Alpaca me retourne l'information suivante. Et il y en a une des 8 qui n'a pas réussi à liquider. Bon, on va voir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, parce que peut-être qu'il est hors listé et le marché n'a pas pu l'absorber, ces positions. Okay. Donc là, je revérifie sur les ordres. Dans les ordres passés aujourd'hui, donc aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bien les 8 ordres que j'ai envoyés. Hein. Donc voilà, ici on a des sells parce que c'est des positions longues. Okay. On a un buy parce que c'est une position short. Donc on a vendu quelque chose qu'on n'a pas. Et là, on va racheter. Et là, c'est voilà. Donc on a 7 longues, 1 short sur ce portefeuille. Là, on a liquidé. Voilà, on a liquidé. Position. Question, Michel. Ouais. Et l'idée d'automatiser ça, justement. Oui. Je sais que c'est idéal, mais bon, est-ce que c'est possible dans le futur?
Oui, oui, c'est un copy trading Pas l'IDM, je sais. robotique. Alors c'est pour ça que je bloque les tickers ici qui m'intéressent pas. Maintenant, il y a deux philosophies. Il y a deux types d'investisseurs ou de boursicoteurs. Il y a ceux qui investissent dans les titres connus, par exemple l'essai magnifique. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. On investit uniquement dans les small caps. Small caps, ça veut dire les sociétés peu connues ou pas connues du tout et qui ont un potentiel important. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie d'investisseurs. J'aime bien investir sur les small caps parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus à gagner que les sociétés connues, quoi. C'est pour ça aussi que tu vois que les positions que j'ai ouvertes ici, c'est beaucoup les small caps. C'est beaucoup plus orienté vers les sociétés peu connues, qui ont un business plan peu connu et enfin Mm. que je pense pas que ça soit très dangereux non plus parce que pour entrer dans Nasdaq, il faut quand même prouver qu'on a l'argent. Voilà, n'importe qui ne peut pas entrer chez Nasdaq, hein. Je répète, il faut avoir un bilan consolidé, avoir des ressources de revenus importantes pour pouvoir être coté en bourse de Nasdaq, parce qu'on fait confiance. Justement, Nasdaq fait confiance. Et lorsque Nasdaq ne fait plus confiance, lorsque ton share ne vaut plus rien, bah, tu es éjecté de Nasdaq. Voilà, c'est un marché. Hein. Nasdaq, c'est un marché. Lorsque tu n'as rien à vendre ou ton produit est pourri, bah, le marché t'éjecte. Voilà. Donc, les small caps, oui, les small caps, ils sont intéressants à suivre et acheter parce qu'ils ne sont pas si small que ça. Même si on dit que c'est small cap. Évidemment, c'est small cap par rapport à Nvidia, c'est small cap par rapport à Microsoft, mais c'est pas si small que ça parce que derrière, ils ont un business plan. Ils ont un truc qui fait que ils ont peut-être une possibilité de rebondir ou de gagner de l'argent plus tard. Notamment dans les sociétés pharmaceutiques, comme je t'avais dit, parmi les 7 magnifiques, voire les top 20 Nasdaq, en fait, il y a très peu de pharmaceutiques. AstraZeneca, c'est le seul, tu vois, 17e position. C'est le seul. Et pourtant, comme tu sais bien, la pharma, c'est dans le secteur fondamental, ce qu'on appelle le secteur primaire de Nasdaq. C'est justement ces boîtes pharmaceutiques qui rapportent énormément, énormément d'argent. Beaucoup plus que les technologies, par exemple Palantir, en fait. Beaucoup plus que les transports. Parce que c'est quelque chose qui est vital à la société. Alors, un être humain, il peut s'en passer de beaucoup de choses, hein. S'il n'a pas d'ordinateur, c'est pas grave. Par contre, un être humain, lorsqu'il n'a pas à manger, s'il n'a pas de nourriture, ou il n'a pas de médicaments pour se soigner, ça peut être une issue fatale. Donc, toujours avoir dans son portefeuille quelques titres qui se trouvent dans le secteur fondamental, par exemple AstraZeneca ou Walmart, enfin, dans l'agriculture, dans la pharmaceutique. Tout ça. Donc, ça, c'est un conseil qu'on donne pour diversifier son portefeuille. Comme on avait dit, c'est des secteurs technologiques. Parce que Nasdaq, au début, a été conçu pour les secteurs technologiques. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de titres technologiques que les titres financiers ou titres fondamentaux ou des titres cycliques. Okay, donc, parmi les top 20, là, c'est que des technos. Hein. C'est que technologie, sauf peut-être AstraZeneca. Et toutes ces sociétés-là méritent d'être suivies. C'est pas des gros gains, quoi. C'est pas des x10. Par exemple, là, tu prends n'importe quelle position de TicketWiz. Parfois, on a des x10. Des x10, c'est monumental. Tu vois, c'est des titres. Par exemple, je prends n'importe quelle variation, 360%, un x3 sur ce titre. Généralement, ce sont des small caps. C'est small caps qui ont des variations très fortes. Voilà, ça dépend de la stratégie de chacun. Chaque personne a des strates différentes. Je nie pas que beaucoup de gens préfèrent investir dans les top 20 en Nasdaq plus que dans les small caps. C'est vrai, hein, il y en a beaucoup qui font ça. Et peut-être qu'ils ont raison. Hein. Peut-être qu'ils ont raison parce que c'est moins risqué. Voilà, c'est beaucoup plus stable. Mais si tu veux chercher des gains en x3, ici on a un x3, donc 15 dollars, dans 15 centimes à 61 centimes, donc c'est x4 même, x4, x5. Si on avait investi le 31 mai sur Alliance Entertainment, donc au bout de 6 mois, donc maintenant, 6 mois, ça fait un cycle. Hein. Au bout d'un cycle, bah, on a fait un x4, tu vois, x4, x5. Donc ça c'est possible uniquement parce qu'on a visé sur les small caps. Encore une fois, on ne verra jamais de x4, x5 sur les 7 magnifiques.
market making moolah come alive. Box on the box staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trucks and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it grow on that money screen. The market swings like a wild dance. Ticker whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Ticker whiz with the data drive.